L'invité que j'ai le plaisir de recevoir est né le 7 avril 44. Il est officier, il est colonel, il est pour moi une légende comme dans le cœur de beaucoup d'hommes. J'ai grandi avec les films de Belmondo et dans mon esprit fantasque, il en est sa réplique dans le monde réel. Il est le fondateur et le premier commandant du prestigieux groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le fameux GIGN, créé en 74 et créé en 82 le groupe de sécurité de la présidence de la République, le GSPR. Christian Proutot, bonjour. Bonjour. Alors, avant qu'on ne se prête au jeu des questions, j'aimerais en fait que vous puissiez retracer votre parcours, votre background familial, votre parcours militaire et votre activité à l'heure actuelle. Je suis un fils d'officier de gendarmerie. Moi, donc je suis en gros né et j'ai grandi dans une caserne de gendarmerie au hasard des affectations de mon papa. J'ai donc fréquenté différentes écoles. À un moment, mes parents étant en Corse, j'ai fait les enfants de troupe. Donc j'ai fait l'école militaire d'Autun, Oui. où mon père d'ailleurs avait déjà été officier. Et puis ensuite, j'ai préparé mon bac comme tout à chacun à l'époque, qui était un Votre père, bac. qu'on s'arrête juste faire un focus là-dessus, votre père a terminé colonel en fait dans la gendarmerie, c'est ça? Oui, mon père a Et, terminé colonel et en et- plus, il a développé un système qui a énormément compté dans la modernisation de la gendarmerie au niveau de la recherche judiciaire. oui, Euh, l'ancêtre du Judex, me semble-t-il. Non, voilà, c'est l'ancêtre de Judex. Judex a été développé à partir de ProSam, qui était ouais, le c'est ce système qu'on me qu'avait dira développé après ça. mon père, qui était un système d'exploitation des données enregistrées par toutes les brigades sur toutes les affaires non résolues ou même résolues Oui. par microfiche. Voilà. D'accord, très bien. Et votre maman, elle faisait quoi dans la vie? Maman était maman à la maison, donc elle D'accord, s'occupait de ses enfants, dont moi, qui était l'aîné, et j'ai deux sœurs. Voilà. d'accord, très bien. Je vous laisse continuer votre développement. Alors, donc, après ce passage pour essayer d'obtenir un bac sciences qui s'appelait à l'époque euh, euh, les, c'est pas, maintenant c'est plutôt l'alphabet, c'était S, C, C, mais C, avant mais ouais, c'était ouais. Mathelem. Ah, bon, on Ouais. appelait ça Mathelem. Et puis n'ayant pas été très brillant, j'ai décidé de m'engager. Après avoir tenté de m'inscrire dans une école, c'était une école du cinéma, parce que j'avais un bon coup de crayon et j'espérais, ou j'avais envisagé de faire des décors de cinéma. Et puis, n'ayant pas eu un rapport au moment de mon entretien euh, très Oui. enthousiaste avec le responsable de l'école, qui était à Mhm. Boulogne, Mhm. j'ai traversé Paris, puisque j'étais de Boulogne, je suis allé à Vincennes, où il y avait le centre de recrutement des armées. Oui. Et l'officier instructeur, puisque je me suis décidé à ce moment-là de m'orienter vers une carrière militaire, mais dans le but de faire la gendarmerie. Donc c'était une Ah, vocation en fait, mais inspirée d'un atavisme familial aussi. Donc, oui, je crois que sans m'en rendre compte, j'ai été imprégné, comme beaucoup de gens, ouais. de cet atavisme que l'on connaît dans toutes les professions. Hein. Oui. Euh, mon grand-père aussi était gendarme, donc il y a quelque chose qui doit Qui influer. doit rester, ouais. Et puis, cette déception sur cet entretien a fait que j'ai vu une grande affiche. Engagez-vous, engagez-vous. Et Ouais. donc, je me suis engagé dans l'armée Ça s'est passé comme le ça, en fait. 24 D'un août. coup, d'un seul, en fait, Ouais. vous vous êtes dit, je m'engage. Hein, à la sortie de Boulogne. Mes Ouais. parents s'attendaient à ce que je vienne leur dire que j'étais parti pour l'école du cinéma. Et puis, je suis venu leur dire qu'en fait, je venais de signer un contrat de 5 ans avec, dans mon objectif de faire la gendarmerie. Vous Voilà. avez quand même une fibre, donc, à la base aussi artistique, en fait, puisque vous vous orientiez. Oui, parce que honnêtement, j'avais vraiment un bon coup de crayon. Ouais. Je faisais bien sûr un peu de musique, Ouais. mais
pas suffisamment pour envisager quoi que ce soit dans ce domaine. Euh, non, mais c'est vraiment, si j'avais pas fait l'armée, Ouais. le dessin, j'avais les capacités de faire quelque chose de ce coup de main que j'ai toujours eu d'ailleurs, que j'ai utilisé pendant des années pour d'abord en classe et puis ensuite en école militaire pour un petit peu me moquer de mes professeurs en les caricaturant D'accord. ou en relevant ce qui se fait souvent quand on est Les étudiant jeunes, ou ouais. élève, des bons mots de Euh. ces professeurs qui étaient des bons mots pour nous, peut-être pas forcément pour eux, et d'illustrer ces bons mots par un dessin D'accord. que je voulais humoristique. Vous étiez Voilà. un peu déjà turbulent, on va dire. Voilà. Oui, un peu atypique, voilà. Tout à fait Atypique. atypique. Ouais. Ouais. Et donc la suite par rapport à votre parcours? Eh bien, euh, à ce moment-là, j'ai immédiatement l'officier orienteur qui, lorsque je me suis engagé, m'avait donné le parcours que je devais faire. Je devais passer par l'école des sous-officiers d'active, qui était Saint-Mexan, Mhm. dans le but de préparer le concours pour devenir officier, qui passait à cette époque, par une école préparatoire qui s'appelle l'école militaire interarmes, dans le but de rejoindre ce qu'on appelle Saint-Cyr-Coëtquidan. Donc il y a Ouais. deux grandes entrées, Les officiers. Saint-Cyr qui est la grande école, Ouais. et Saint-Cyr-Coëtquidan qui est l'école où les sous-officiers peuvent passer un concours pour Pour devenir devenir officier. officier. Ouais. Ce que j'ai fait, où j'ai intégré à ce moment-là Saint-Cyr-Coëtquidan, à l'EMIA, en 1969. D'accord. 68, pardon, Ça aussi. pour un cursus scolaire 68-69. Et en fin juillet 69, je suis sorti de l'EMIA comme sous-lieutenant. Oui. J'avais choisi les transmissions parce qu'on ne pouvait pas rejoindre la gendarmerie directement. Mhm. Mais j'ai passé le concours pendant 7 années où j'étais officier instructeur dans le cadre puisqu'il y avait le service national, Oui. de la formation des jeunes appelés. Oui. Et au bout de cette année, j'ai réussi le concours pour rentrer à Melun. Donc j'ai quitté l'armée de terre, D'accord. Ouais. l'école des transmissions. Pas de transmission. En soi, je l'ai quitté en 72, puisque il y avait, j'ai oublié un petit détail, c'est qu'en sortant de Saint-Cyr, Côte-Quidan, Mhm. on faisait à nouveau un an d'école dans l'école de spécialité, quoi, d'application, comme Oui. vous avez le génie, le train, et puis les armes combattantes, Mhm. les armes mécaniques comme le, la cavalerie, Et ou l'artillerie. les armes, l'artillerie. Moi, j'avais choisi les transmissions parce que, un, j'étais plutôt orienté technique, mais deux, je savais que c'était une des écoles ou du moins une arme qui vous embêtait le moins quand vous aviez décidé d'aller en gendarmerie. À ce Voilà. moment précis, est-ce que on est donc 2 ans avant la création du GIGN, votre idée, est-ce que l'idée de créer déjà ce corps, en fait, enfin ce groupe, en fait, déjà naissait ou... Non, non, il est né lorsque je me suis retrouvé en école de gendarmerie, Ouais. parce que il y avait eu deux affaires, parce que donc j'étais en école de gendarmerie de 1971, année scolaire 71-72, donc je suis rentré en septembre et j'en suis sorti en juillet, et il y avait eu en 1969, ça m'avait impacté, une prise d'otage Oui. complètement ratée par la gendarmerie qui s'appelait Cestas et qui malheureusement avait conduit au décès euh, des deux enfants otages parce que le père avait menacé si la gendarmerie intervenait euh, parce qu'il s'était retranché avec ses enfants, menacé de tuer ses enfants Mhm. et la gendarmerie, comme l'aurait fait n'importe qui à l'époque, Mhm. avait considéré que un père ne tue pas ses enfants. Ce Mhm. genre de certitude Ouais. qui malheureusement peut conduire à des drames,
sans négociation et tout, Mhm. avec une intervention du type assaut militaire, hein, Mhm. donc avec des sommations rendez-vous, force doit rester à la loi, et Ouais. puis ensuite des half-track et tout. Et le temps que cette opération mal montée, plutôt violente, se produise, l'homme a mis sa menace à exécution, Exécution. Ouais. il a tué ses 2 enfants, il s'est suicidé après. Ouais. Donc ça avait traumatisé bien évidemment toute la gendarmerie, mais moi aussi parce que étant à ce moment-là militaire, euh, sachant que mon père, qui était toujours en activité, m'en avait parlé, il m'avait dit combien il avait été touché par Affecté. cette affaire, Ouais. parce que c'était un de ses camarades de promotion qui commandait l'opération. Ouais. Et ensuite en 71, donc à ce moment-là, j'étais toujours intéressé par ce qui se passait en gendarmerie. Oui. Il y avait eu l'affaire dramatique Buffet-Bontemps Ouais. à Clairvaux, dans une prison, où une assistante sociale et un gardien de prison ont été pris en otage par Buffet et Bontemps qui avaient tenté avec un couteau euh, qu'ils avaient fabriqué, Mhm. Il qui y avaient avait déjà à tenté l'époque en fait des équipes de Non, négociation. il n'y avait pas des équipes. Non. On utilisait les escadrons Ouais. et un peu avec le schéma tactique dont se souvenait tout militaire de l'armée, puisque on n'était pas loin, même si c'est quelques années avant de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Oui. où le seul schéma tactique que l'on connaissait un peu pointu, c'était les commandos. Vous Oui. voyez. Mais oui. Oui. Or, les commandos, c'est pas le quotidien, c'est pas l'armée, Mais par c'est pas exemple, la vous genre. citiez l'absence de négociation. Par exemple, pour qu'on situe dans le temps, le négociateur tel qu'on le connaît actuellement, ça démarre quand ça? Et il démarre quand j'ai créé le GIGN. Il démarre Dans en les fait au premières. moment de la création. C'est un élément en fait, un Voilà, pivot en fait voilà. D'accord. Ok. Pour vous donner, pour vous expliquer, bien évidemment, pour tout le monde, l'année, c'est l'année où le GIGN est devenu opérationnel. Mais il n'est pas venu il n'est pas sorti ex nihilo. Ouais. Donc on l'a formé en une sélection. À partir de ma date de nomination, j'ai été nommé le 24 août 1973 et j'ai sélectionné les premiers hommes et je les ai formés pendant 4 mois, ce qui peut paraître bien évidemment très court, Ouais, c'est vrai. mais qui à l'époque, pardon, Était très était long. très long. Hmm. Sortir des gens d'une formation normale, de leur travail normal, Ouais. euh, pour 4 mois, ça paraissait extrêmement long. Mhm. Et ça semblait même inadapté, parce qu'on considérait qu'un gendarme devait être capable de faire tout. Comment Or, moi, aperçu j'ai imposé la une hiérarchie formation spécifique. Comment Hein. aperçu la hiérarchie à l'époque en fait quand vous avez émis l'idée en fait de ça justement de faire sortir des gens en fait du rang pour mener ces entraînements en fait poussés. Est-ce que ça a bien été perçu en fait globalement? Ben, sur une gendarmerie classique, non. En Oui, gros, ils avaient l'impression qu'on s'amusait ou oui, que même par rapport à la formation traditionnelle, on était tellement éloigné des schémas classiques, dont je vous disais tout à l'heure qu'ils étaient tout droit issus des commandos oui, et de la période d'après-guerre, quoi. ouais, Hein. ouais, Euh, pour eux, on a tout de suite été qualifiés de cow-boys, parce que je voulais qu'on ait un étui rapide. C'est des détails, mais c'est toute une philosophie, une ouais, approche je vois. que personne n'avait. À cette époque-là, l'arme était à l'étui, avec un rabat, et surtout, la dragonne qui maintenait l'arme devait être tressée d'une certaine manière Mmh. pour se développer au cas où vous deviez sortir l'arme, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme difficulté, puisqu'il fallait ouvrir le rabat, sortir l'arme, Oui, donc en fait et quelque faire, chose de très flexible pour pouvoir oui, s'en servir rapidement quoi. pas très opérationnel, Ouais. très joli, euh, très fonctionnel, enfin, très militaire. L'arme est à l'étui, elle risque pas de tomber, Mhm. mais en cas opérationnel,
d'utilisation rapide des armes, c'était pas du tout dans cet esprit-là, à tel point que je me souviens, nous étions encore en école. Il y avait eu une prise d'otage dans une banque, puis une tentative de fuite des preneurs d'otages qui sont passés par l'autoroute, et le lieutenant qui commandait le peloton d'autoroute a été pris en otage, ce qui est un comble, parce qu'il a voulu les arrêter, sauf qu'il n'avait pas d'arme, parce qu'à la place, ce que faisaient souvent les gens, à la place de son arme, il y avait un paquet de clopes, et puis je sais plus trop quoi, Ouais. donc dans l'étui. Et il a bien arrêté, la voiture s'est bien arrêtée, puis il s'était mis au milieu de la route, mais ils l'ont attrapé, vous voyez. Ah oui, C'est oui, pour vous dire oui. à quel point ce côté spécifique d'une unité spéciale vouée à une mission d'interpellation, mais en temps de paix, personne n'y était préparé. Donc on a bien compris en fait que le JGN ne s'est pas créé vraiment en 74, mais un peu avant en fait des bribes en fait d'éléments. Maintenant on arrive en 74 en fait vous créez en fait ce fameux GIGN en fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette période-là du 1er mars, je crois, c'est ça? Voilà. Alors le jour où il est opérationnel, le 1er mars, il y a eu ces mois de préparation où j'ai demandé un équipement spécifique, que j'entraînais les gens au tir à titre indicatif. On avait dû consommer en munitions pour nous entraîner ce que commandait tout le groupement de gendarmerie dont nous dépendions en un an. Donc ça a Ouais. rendu les gens un peu énervés. Pour eux, en gros, le tir c'était 8 cartouches par an. Et encore, hein, voyez. Donc, amener les gens à un haut niveau de tir pour que cette confiance dans les armes amène à mettre en place une approche philosophique qui me semblait essentielle, c'est que l'unité GIGN n'était pas l'application d'une décision de justice immédiate, mais par la mort, pourquoi pas, mais l'arrestation et à éviter si possible de tuer les gens avec Hmm. une notion essentielle qui était la notion de respect de la vie. Vous, à ce moment-là, Et à ce moment-là, quand vous créez le GIGN, en fait, vous vous dites, en fait, c'est un groupe qui est censé être au plus proche, en fait, des combats, au plus proche de l'action. Vous avez un peu peur ou non, pas du tout? non, pas du tout. Non, non, Pas non, du tout. ça. D'abord, c'est sûrement la jeunesse et puis le fait que on vous confie une mission. Vous savez que cette mission est importante. À l'époque, tout le monde l'oublie, mais il y avait à peu près 60 ou 70 détournements d'avions par an. Il y avait Ouais. des prises d'otages, mais le sport national dans chaque pays pour faire des opérations de libération d'otages, c'était de les envoyer ailleurs. Donc, Mhm. on leur donnait tout ce qu'ils voulaient, soit des prises d'otages à caractère crapuleux, parce qu'il y avait des banques et les gens, les truands allaient chercher l'argent où il était, non pas dans les Mhm. DAB, mais dans les banques. Mhm. Donc faisaient des prises d'otages. Et ensuite, soit ils avaient un véhicule, soit ils en demandaient un, et puis ils partaient avec leur argent. La gendarmerie Euh, nationale en fait intervient, le GIGN en fait lui il intervient sur bah vous voyez sur des braquages en fait sur des prises d'otages etc. Quelle est la différence par exemple par rapport à son petit frère en fait de la police en fait qui est le RAID comment c'est attribué ça en fonction des forfaits? alors, ce que l'on oublie également, c'est que le GIGN a été la seule unité anti-prise d'otage jusqu'en 1985. D'accord. Il n'y avait pas d'unité dans la police, il y avait des unités un peu spécifiques contre le banditisme, le CRB, la BRB, Oui. Brigade de répression du banditisme, mais c'était des unités de police dont le but était la recherche, voire l'arrestation, mais sans formation spécifique. Ah, d'accord. La seule unité qui existait, c'était le GIGN, à tel point que souvent, par exemple, il y avait une prise d'otage à l'ambassade d'Irak, le préfet de police avait demandé, ce qui paraît maintenant un peu paraît très surprenant aujourd'hui, euh, avait demandé le concours, le soutien du GIGN pour cette opération.
Il y a Ah eu oui. un braquage rue Bosquet, c'était le Crédit Lyonnais rue Bosquet. Mhm. C'est le GIGN qui est C'est intervenu. le préfet qui définit finalement si oui ou non il envoie le raid ou le GIGN, non, c'est ça? Voilà. Mais à cette époque, comme il n'y avait pas de Et pas GIGN de de raid, raid, ouais. voilà, le raid a été créé en 85 à la demande de M. Jox, Ouais. et nous avons formé les 15 premiers hommes du raid. Alors Voilà. on va pas retracer en fait l'ensemble des opérations du GIGN, mais je vais en noter deux. En fait, j'aimerais bien que vous nous parliez en fait de Djibouti et de Marignane. Voilà. Alors, l'opération de Djibouti, c'est moi qui l'ai commandée, donc je vous la raconterai. Ouais. L'opération de Marinière, on pourra en reparler, mais je ne l'ai pas commandée. J'étais à ce moment-là à l'Élysée, je commandais le GSPR. Enfin, Ouais. je commandais pas le GSPR, mais j'avais Oui. créé le GSPR, donc j'étais conseiller du président de la République pour la coordination de la lutte antiterroriste et sa protection. Donc c'est le général Favier, capitaine à l'époque, qui a commandé l'opération de Marignane. Je pense que ça serait beaucoup mieux Oui. que vous demandiez, fassiez notre émission avec Denis Favier. C'est ça, ouais. Exactement. Peut-être Il en fait serait ravi de commander ça. peut-être qu'il est préférable en fait que vous nous parliez par rapport à donc de Djibouti et plus spécifiquement en fait sur le GSPR, en fait un événement, notamment la protection de Mazarine par exemple. Voilà, tout à fait. Donc, Djibouti, c'est une opération qui a pu être faite parce que nous avions tiré, j'avais tiré, avant de créer le GIGN, un enseignement de l'opération dramatique de la prise d'otage qui s'est déroulée aux Jeux Olympiques de Munich, à Munich, en septembre 72. Oui. J'étais jeune gendarme sorti de l'école de Melun, ce que j'évoquais tout à l'heure quand vous me posiez les questions sur ce parcours. Et nous avons vu en direct cette prise d'otage dramatique et surtout l'échec de la police allemande, qui, pour vous donner le niveau technique, entre guillemets, qui a conduit à cet échec, ils avaient choisi de prendre 5 tireurs d'élite pour éliminer 8 hommes, voyez, Ouais. mais qui n'étaient pas des tireurs d'élite, mais des gens qui avaient été pris dans la police de Munich en leur demandant qui faisait du tir à longue distance. Alors c'est tout un tas d'hommes qui avaient fait du tir de grande chasse, du Ouais. tir des chasseurs, quoi. Ouais. Euh, donc pas de coordination entre les tireurs. Il y avait 3 tireurs sur le tarmac, 2 tireurs dans, dans la tour de contrôle. Et au moment où il a fallu tirer, eh bien le tir était désordonné, Mhm. avec une mauvaise attribution des objectifs, dont je rappelais qu'ils étaient 8, Oui. ce qui fait que les preneurs d'otages n'ont pas été éliminés en même temps, et en particulier le chef du commando, qui lui, quand il a vu qu'ils s'en sortaient pas, au bout de presque une heure d'assaut, parce qu'à la fin, quand ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas, ils ont fait venir l'armée avec des half-track, des, pardon, des véhicules Des véhicules de blindés. de transport de troupes, Oui. et il a jeté une grenade dans un des hélicoptères, parce qu'il était venu avec 2 hélicoptères, deux hélicos qui transportaient les, euh, les otages. Le but étant, dans l'opération qu'ils avaient montée, qu'ils avaient demandé, de partir dans un avion qui devait leur être donné, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. On donnait un avion et ils allaient dans le pays de leur choix, qui était en général la Libye. D'accord. Voilà. Et cette opération a marqué tout le monde parce que comme il y avait les Jeux Olympiques, tout a été filmé. Hmm. Et je me suis dit, si demain, après le Cestas et Clairvaux, je me suis dit, la gendarmerie n'est pas préparée. Mais en parallèle de ma réflexion, euh, la gendarmerie elle-même s'était posé des questions et avait demandé Hmm. à un officier qui faisait la formation des unités commando de la gendarmerie, uniquement dans le cadre de la DOT et du maintien de l'ordre, Hmm. ayant vu passer les officiers, quel était l'officier euh, qui conseillait pour créer cette unité. Et D'accord. cet officier, qui s'appelait Jean-Pierre Beau, a dit,
je vais prendre, il faut qu'on prenne Proutot. Donc, j'ai été désigné pour cette mission Mhm. et j'ai construit tout le GIGN à partir de l'échec de Munich avec des tireurs d'élite, le tir simultané que j'ai C'est inventé. une des signatures techniques que vous avez aussi inventé, le tir simultané. Ça, c'est redoutable en fait. Oui, parce que amener plusieurs tireurs à toucher plusieurs objectifs à une grande distance, personne n'y avait pensé, surtout personne pensait qu'on était capable de le Capable de le faire. faire. Ouais. Alors, dire à un tireur d'élite de toucher un objectif à 200 mètres, bon, il est capable de le faire, mais en toucher plusieurs, Ah, avec plusieurs fusils, dans la même seconde, ça, personne n'était capable de le faire. Et ça a bien réussi d'ailleurs À Djibouti, à ce qui fait Djibouti. que lorsqu'on m'a envoyé à Djibouti le 3 février 1976, je savais qu'il y avait des preneurs d'otages qui avaient détourné un bus scolaire de militaires français qui était dans la base militaire de Djibouti, je pensais à ce moment-là que c'était à l'intérieur de la ville de Djibouti. J'apprendrai en arrivant qu'en fait le bus était juste dans le désert, à la frontière, à l'Oyada, le poste frontière entre la France, ce qui était la France à l'époque, mais le territoire de Djibouti, et la Somalie, Oui. et qu'ils étaient, ce qu'on m'a dit, preneurs d'otages. Donc j'avais pris 6 fusils en pensant que j'aurais un tir à doubler, hein, puisque au cas où c'est compliqué, on peut avoir un deuxième tireur qui peut, après le premier tir, doubler le tir de l'autre tireur. Donc j'avais pris 6 fusils, sauf que lors de notre mise en place, on nous a dit qu'ils étaient 4, ce que l'on ne savait pas, et qu'ensuite, pendant le temps, avant le moment où nous avons ouvert le feu, les preneurs d'otages sont passés de 4 à 8. Mmh. Euh, Mmh. Comme ça, ça leur permettait de se De se reposer. Ils allaient reposer. dans le poste frontière, qui était en gros à une trentaine, 40 mètres du bus, poste frontière somalien. Et ils avaient également, ce dont on s'est rendu compte tout de suite, un soutien à l'armée somalienne, qui Mmh. les appuyait derrière le bus, donc côté somalien, avec 2 automitrailleuses. Voilà. Et D'accord. j'étais en gros une trentaine de militaires somaliens. Djibouti, c'est une réussite en fait finalement, mais ça a été périlleux en fait, je pense. Ben, ça a été périlleux parce que ce que nous avions envisagé, c'est-à-dire une non-intervention, ce que nous avait dit la Somalie, c'est-à-dire que l'armée somalienne n'était pas là, d'après eux, pour nous tirer dessus, et que le problème, c'était juste les preneurs d'otages du Front de Libération de la côte des Somalie. Oui. Sauf que euh, nous avions le sentiment qu'ils interviendraient. Mais on m'avait dit non, non, pas du tout. Le, comment on pourrait dire ça, la négociation qui s'est faite avec l'ambassadeur de Somalie est formelle. La Somalie n'interviendra pas. Mmh. Ce qui ne s'est pas passé, bien évidemment. Ce qui fait que le retard que nous avons pris au moment de l'intervention, c'est-à-dire que nous avons pu éliminer, au moment où j'ai décidé de ce tir simultané, Mmh. nous avons pu éliminer 5 terroristes d'un coup, 3 qui étaient dans le bus, 2 qui étaient juste devant le bus, à l'extérieur du bus, Oui. en tir simultané, et nous savions qu'il y en avait encore 3 à l'intérieur du poste somalien, mais comme nous avions vu sur le poste somalien, Oui. s'ils avaient essayé de sortir, Vous les auriez. on les aurait vus. Mmh. Et à partir du moment où ce tir aurait été effectué, nous avions un nom de code entre nous pour le tir. Oui. C'est qu'au moment où toute l'acquisition des objectifs est faite par chaque tireur, euh, chacun donne son code dans le désordre. Hein. 5 objectifs, 4, 3, Ouais. 5, 1. Moi je dis 0. 0, c'est Et tir. Et après tir. non,
c'est pas tir. Ah non, c'est Ils 3. tirent, chacun, ils comptent dans leur tête Il compte dans... 333, Ouais. c'est-à-dire en gros une seconde. Comme D'accord. ça, le zéro, c'est pas comme si vous donniez un ordre et créez une surprise. Ah Donc oui. chaque tireur tire à son initiative, vous voyez. Et Ouais. ça évite ce qu'on appelle le coup de doigt et surtout en appuyant sur la queue de détente, un tir qui serait très bon dans le cadre d'un exercice, Ah mais oui. pas suffisamment pour tirer, par exemple, euh, un terroriste, comme ça a été le cas, qui se cache derrière, à gauche et à droite, il y a deux enfants, vous voyez. D'accord. Alors, on dit zéro, chaque tireur compte 3 fois 333, 3 Hmm. secondes, et après on n'entend qu'un coup de feu. Quel coup de feu. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais au moment où je dis zéro, le général qui commandait l'opération, Oui. je lui avais expliqué comment ça fonctionnait, et j'avais pas eu besoin de parler, de lui dire, j'ai donné l'ordre de tir. Ouais, bien Parce sûr. que comme ils étaient en arrière de nous, ils n'auraient pas vraiment entendu le coup de feu, vous voyez, les Hmm. coups de feu. Oui. Puis là, on entend, puisque c'est un tir simultané, vous entendez qu'un coup de feu. Quel coup de feu, oui, oui, Ouais. forcément. Et il entendait zéro, et ça pouvait déclencher l'opération d'appui, qui était Ah oui. faite par deux sections de la Légion sur la partie gauche, donc de ce qu'on appelle flanc gardé. Nous, on montait sur le bus, Mhm. et la Légion contournait par la plage le bus pour éviter ce qu'on appelle un retour offensif. Hmm. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que quelques secondes après que nous ayons ouvert le feu, Hmm. l'armée somalienne a riposté. Hmm. Et ils ont riposté avec une mitrailleuse allemande qui s'appelle la MG42, MG42. Ouais. qui tire 200 coups minutes. Hmm. Comme nous étions à 200 mètres du bus, avec derrière nous la palmeraie dans laquelle étaient camouflées les deux sections de la Légion, le tir qui était fait en notre direction euh, était également un tir qui pouvait toucher les légionnaires, qui ne pouvaient pas avancer. Imaginez 1200 coups minutes, ce que ça représente. Hmm. Donc nous étions cloués au sol, un peu en essayant d'être le moins visible possible, avec les ricochets qui nous couvraient de Ah, sable. ça devait être terrible comme Ah sensation mais parce que... vous posez la question de savoir si à un moment on a peur ou pas. Ouais. Là, la question était de savoir quand est-ce que ça allait s'arrêter. C'était un déluge de sable. On était recouverts comme si quelqu'un avait voulu nous recouvrir de sable. Très bien. Cela dit, comme ils ont tiré parce qu'ils pensaient que le danger venait de la palmeraie, ils tiraient en direction de la palmeraie sans avoir. Ils ne nous avaient pas remarqué, on était allongés au sol. Mais jusqu'à ce que la mitrailleuse s'enraye, personne ne pouvait bouger. Il n'y a personne qui monte à l'assaut avec une mitrailleuse qui vous tire dessus. Hein. Oui. Aucun soldat dans le monde ne le fait. Hein. D'accord. Mais la Euh, mitrailleuse s'est enrayée. ouais. Alors à ce moment-là, Mhm. nous, on a tiré sur la. J'ai dit à mes tireurs, même si on avait l'interdiction de tirer sur l'armée somalienne, de tirer sur tout ce qui portait une arme. D'accord. Donc mes tireurs d'élite ont éliminé pratiquement tout le danger en face, Mhm. d'après la commission d'enquête de l'ONU, puisque la Somalie a porté plainte contre la France. Nous avons à peu près touché, neutralisé une vingtaine de soldats. Mhm. Mhm. Ce qui, somme toute, en fait, Le tir, était très peu, en fait, par rapport à l'étendue, en fait, de l'armée somalienne, en fait, postée là-bas, en non fait. Mais... mais, non mais l'armée somalienne n'avait que Ah oui, deux sections. ils étaient que 2 sections, d'accord. Oui, mais à partir du moment où on en a mis une au sol, Ouais, les l'autre. autres étaient partis. Non, très bien. Euh, Ce qui fait que la Légion a pu remonter à notre hauteur et nous avons, par la route, par la piste plutôt, qui conduisait au poste frontière, Oui. c'est difficile à expliquer tant qu'on n'a pas de. Alors on voit pas le plan, Le plan. mais
je pense que les gens comprendront un petit peu. Mm. Il y avait par la droite de mon équipe qui était face à 200 mètres du bus, mais c'est du désert, hein, c'est du sable, il y a Oui. rien, il n'y a pas un arbre. Oui. Il y avait la piste qui conduisait au poste frontière de l'Oyada, à la frontière, là où était positionné le car, qui était en travers, et par la gauche, les deux sections de Somaliens, le GIGN, moi et mes hommes, ayant pour mission, nous, de monter sur le bus, de protéger les enfants et de permettre à l'escadron de gendarmerie qui devait les évacuer de récupérer les enfants que nous, on leur donnerait. Ce qui s'est passé. Sauf que le retard qui a été pris, donc le temps, les 2 minutes de tir de la MG42, que nous avons pu Mhm. confirmer, et là je peux vous dire que 2 minutes ça paraît long, hein, Ouais. parce que la mitrailleuse s'était enrayée et qu'elle tire 200 coups minutes, vous voyez. Et on a retrouvé, après pendant l'enquête, 1200 étuis au pied de la mitrailleuse. D'accord. Ouais, Euh, c'était à ce impressionnant, un moment-là, déluge. 2 de mes hommes sont partis, le temps que la Légion, qui était elle-même presque 200 mètres derrière nous, nous rejoigne. 2 de mes hommes sont partis en courant en avant. Mhm. Ils nous ont dit appuyez-nous, donc on les a appuyés. Et quand ils sont arrivés sur le bus, un des 3 preneurs d'otages on avait pu en toucher 2 entre-temps parce qu'on les avait vus nous tirer dessus du balcon. Il y avait une espèce de petit balcon sur le poste frontière. On en avait touché 2 et on pensait, comme on voyait plus le troisième, on pensait pas qu'il serait revenu sur le bus. Et au moment où mes hommes ont voulu monter dans le bus, il leur a tiré dessus et il portait un enfant en otage qu'il avait Ah pris oui. pour se protéger. Mhm. Un caporal de la Légion avait rejoint un de mes hommes. Donc mes 2 hommes, un est monté par la porte arrière gauche. Dans ce type de bus, il y avait une porte sur le côté gauche qui n'existe plus maintenant. Je dis parce que les gens pourraient penser que je Oui. me trompe. Mais ces bus avaient à l'époque 2 portes à l'arrière. Et donc, au moment de monter par la porte arrière gauche, il n'a pas eu le temps de l'éliminer parce qu'il s'est fait tirer dessus. Celui qui est monté par la porte avant droite, il est monté avec un caporal de la Légion qui avait couru plus vite que les autres qui l'avaient rejoint. Et le preneur d'otage portait un enfant dans les bras. Et avec son bras droit, il avait un fusil d'assaut, un MP44. Il a tiré dans leur direction. Mhm. Malheureusement, dans ce tir ont été touchés deux petites filles, Nadine d'abord qui Mhm. est décédée dans nos bras, Mhm. et Valérie qui est décédée de sa blessure Un drame. 4 jours après sur Paris qui a pu être évacué. Le chauffeur de bus a été également blessé par cette rafale, mais également deux autres enfants, dont Josiane, une petite avec laquelle nous sommes toujours en contact, qui a été D'accord. blessée à la main gravement, et que nous avons évacué. Alors on a évacué les enfants, mais malheureusement, pour nous, ça a été considéré par le monde entier comme étant un succès, mais pour nous, c'est une Oui, c'est plaie une fêlure. ouverte parce que Mhm. on était tellement persuadés de ramener tous les enfants Mhm. à leurs parents que ces 2 petites, c'est une histoire qui nous poursuit et auquel on pense tout le temps. Le À GIGN, titre c'est... indicatif, Oui. je vous coupe, Oui. pardonnez-moi, j'ai refait le film Oui. de cette opération parce que Ouais. c'est moi qui ai déclenché l'opération Mhm. par rapport aux contraintes qui m'avaient été imposées, puisque le président de la République était Valéry Giscard d'Estaing, Mhm. avait dit qu'il n'y aurait pas d'opération s'il n'y avait plus d'un preneur d'otages dans le bus. Mhm. Or, ça ne pouvait pas se produire. On a eu l'autorisation de tir à 9h le matin. Mhm. On était en place depuis 6h. Mhm. Et les enfants étaient déjà depuis 24 heures dans ce bus où il faisait une chaleur incroyable. À Djibouti, la chaleur, Ouais, c'est terrible. c'est 40 degrés à l'ombre. Hein. Donc, quand il y en a, on était sûr que ça ne pourrait pas durer. Et surtout, ils avaient menacé d'égorger les enfants un par un. Mhm. Ce qui fait que
sans qu'on me donne l'autorisation, j'ai considéré que l'opportunité de tir, c'est moi qui pouvais la décider. Et c'est moi qui avais qui ai décidé, bien que je sache qu'il y en avait 3 dans le bus, que les ordres c'était 1, que je devais le faire parce que je pouvais le faire. La seule chose que je n'avais pas intégrée, on m'avait assuré du contraire, c'est qu'on prendrait ces minutes de retard du fait de l'intervention de l'armée somalienne. Hmm. Et depuis, j'ai refait le scénario Oui. pour voir si on aurait pu réussir. Et je me suis rendu compte qu'il nous avait manqué 10 secondes. Vous vous rendez compte? Ah ouais, ça joue à rien. Ah ouais. À rien. Parce que au moment où l'autre est remonté dans le bus, Hmm. nous aurions pu, alors que ce sont mes hommes qui ont pris la décision, mes 2 hommes, Dufour et Pierrot, Hmm. Pierre Renaud, qui ont dit, puisque nous on n'avait pas l'ordre de bouger tant que la Légion ne nous avait pas rejoint. Donc ils m'ont dit, les enfants ne peuvent pas attendre, couvrez-nous. Donc on est parti, mais si vous comptez le temps où on a été cloué au sol, c'est-à-dire les 2 minutes où la MG42 Mhm. a été active, ensuite le tir de riposte, qui a dû durer, on a vidé nos chargeurs et tout, presque 1 minute sur l'armée somalienne. Presque 1 minute, ça fait 3 minutes. C'est à ce moment-là que la Légion a pu nous rejoindre. Et le temps que nous franchissions les 200 mètres en petite foulée même qui nous séparait du bus, il a dû falloir encore presque 2 minutes, 3 minutes. On avait évalué ça à 3 minutes avant. Donc sur l'ensemble du timing prévu initialement, il était prévu donc presque, il était prévu 3 minutes. Ça a duré presque 7 minutes. Et il vous a manqué 10 secondes. Et il nous a manqué 10 secondes. 10 secondes, ouais. Le GIGN, en fait, c'est 470 otages libérés. J'ai lu quelque part sur 64 opérations. Non, c'est plus que ça. Alors ça, c'est au moment où je quitte le groupe. C'est au moment où vous quittez le groupe, ouais. Je quitte le groupe pour construire pour créer le GSPR en juillet 82. À ce moment-là, le groupe avait fait 67 opérations, j'en avais commandé 64. Ouais. Et sur ces 67, nous avions libéré plus de 400 otages. Voilà. Sur ce GSPR, en fait, très brièvement, en fait, est-ce que vous pouvez revenir sur l'affaire Mazarine, en fait, dont François Mitterrand vous avait mandaté, en fait, sur votre période au GSPR? On m'a demandé en juillet 82 de créer une unité pour la protection du chef de l'État parce qu'on n'avait pas. Oui. Ce qui semble surréaliste, hein. Non, mais à l'instar du GIGN qui a été créé parce qu'il n'y avait pas d'unité contre les prises d'otages, pas simplement les prises d'otages à caractère terroriste auxquelles tout le monde pense maintenant, même si même maintenant l'expression du terrorisme, c'est plus des prises d'otages, puisqu'avec des unités spéciales comme le GIGN qui a été copié dans le monde entier, ce type d'action ne peut plus se faire. Donc ils sont retournés aux bombes ou au massacre de foule ou à l'utilisation d'explosifs, mais cette unité n'existait pas. Et pour le GSPR, le président Giscard d'Estaing n'avait pas voulu de sécurité, donc il n'y avait pas de sécurité. Il ne voulait pas, il n'en voulait pas. Non, il n'en voulait pas. Ah, d'accord. Donc il y en avait eu une sécurité sous De Gaulle. Oui. Sous Pompidou, il restait ce qu'on appelait les voyages officiels qui s'occupaient des déplacements du chef de l'État, et puis de voir qu'effectivement il n'y avait pas de souci. Sinon, ce qu'on appelle la sécurité telle qu'on la conçoit actuellement, avec des hommes entraînés, préparés à une mission particulière qui serait une tentative d'agression du premier personnage de l'État, ça n'existe pas. Donc à nouveau, il a fallu tout inventer. D'accord, et c'est là que vous rentrez en scène, en fait. J'ai pris contact avec le pays qui me semblait le plus adapté, le plus préparé à ce genre de mission parce qu'ils ont perdu beaucoup de présidents. C'était les États-Unis. Oui. Donc en juillet, je suis allé voir l'USSS, United Secret Service, qui sont l'équivalent du GSPR aux États-Unis. Je me suis rendu compte que le mode opératoire qu'ils avaient ne correspondait pas
tout à fait à la psychologie française. Les moyens qui sont développés autour des Américains sont complètement Colosso. démesurés par rapport à ce Mm. qu'on accepterait en France, et surtout leurs possibilités. L'USSS a tous les droits aux États-Unis. En France, c'est pas pareil. Il y a Il y a tout un protocole, une règle. tout un tas de choses à respecter. Heureusement, d'ailleurs, je préfère le mode opératoire français. Donc, j'ai créé une unité, Oui. ne sachant pas au début, d'ailleurs, quand j'ai fait les premiers schémas de préparation, qu'il y aurait une deuxième famille à protéger, qui était en particulier la maman de Mazarine, et Mazarine, la fille du président de la République, dont personne connaissait l'existence. Oui. Et ce groupe a été opérationnel, lui aussi, un 1er mars, mais le 1er mars 83. Donc j'ai été nommé en juillet 82. À l'instar du GIGN, j'ai pris, entre guillemets, un certain temps pour sélectionner les hommes, les équiper, les préparer, concevoir un schéma opérationnel tactique, parce que ça, on sort pas du chapeau comme certains pourraient le penser, des gens, ou simplement parce qu'ils savent faire 20 Vous avez pompes, adapté votre ils savoir-faire peuvent intégrer une GIGN au unité. GSPR, quoi. Voilà. Donc le GSPR a été encadré, formé avec des garçons du GIGN. Donc il D'accord. y a des gens du GIGN qui ont quitté le GSPR pour faire toute cette formation du GSPR à partir du début septembre, puisque le temps de faire les sélections, de trouver les volontaires et tout, il a fallu un certain temps, acheter les matériels, les équiper, les entraîner avec ces matériels. Il a fallu 4 mois à peu près, 5 mois, comme le GIGN la première fois. À titre indicatif, actuellement, la formation, que ce soit pour l'équivalent du GSPR dans le grand GIGN et du GIGN, c'est presque un an. D'accord. Voilà. Donc bah voilà, on a bien compris en fait ce qu'était le GSPR et comment vous l'avez mené avec ces lettres de splendeur en fait. Maintenant, on va passer en fait à la phase questions. J'avais plusieurs questions, j'en ai trois en fait. Je vais commencer par la première en fait concernant la situation en Ukraine. Bon là, vous voyez en fait, il y a eu le barrage en fait qui a sauté, en fait la contre-offensive en fait ukrainienne qui semble en fait se démarquer. Comment est-ce que vous percevez les choses à ce niveau-là? Mais d'abord, la perception est simple. Hein. Rappelez-vous que ce qui était dit à l'époque de l'invasion, puisqu'il n'y Oui, a pas d'autre moyen d'appeler ce que les Russes ont fait, et Poutine en particulier, parce que oui, moi j'essaye de ne pas mélanger la Russie de Poutine et la Russie tout court. oui, c'est, Donc on a une armée, mais qui était persuadée, Poutine était persuadé, et tout le monde a oublié, j'ai vu une très belle émission à la télévision là récemment, oui. que Poutine avait annoncé la couleur très longtemps avant. Mhm. L'Europe semble avoir découvert la Lune, alors que déjà l'annexion de la Crimée était en elle-même la démonstration de ce que voulait faire Poutine et de ce qu'a écrit Poutine et de ce qu'il a dit. Et il a dit, lui, alors, c'était donc en 2000, août 2022. Mhm. Il a fait un discours où il expliquait que dans la Russie, Oui, il fait ce qu'il dit. l'Ukraine faisait partie de la Russie. Ouais, oui, c'est ça. Et ayant un service de renseignement qui, comme beaucoup de services de renseignement, quand vous avez un autocrate, ne disent pas ce qui est réellement, mais ce dont on pense que l'autocrate pense. Donc, on invente quelque chose, et en gros, ils ont fait croire à Poutine que l'Ukraine allait adhérer tout de suite à l'invasion et considérer l'arrivée des Russes comme une armée de libération. Comme une libération, ouais, ouais, je vois. Ça, c'est la première. C'est simplement pour remettre en perspective par rapport à votre question. Mhm. Maintenant, votre question, puisque je n'oublie pas l'essentiel, Oui, c'est qu'à partir du moment où, avec un président qui a su faire nation, avec une nation qui était déjà euh, convaincue de son identité, euh,
c'est-à-dire l'Ukraine telle que dès 1933 sous Staline, elle a pu comprendre que c'était un pays différent, peut-être avec une langue en partie commune pour les parties frontalières, pardon, avec la Russie, mais qui possède sa propre langue, sa propre culture et tout, mais qui avait été l'objet de massacres euh, jusqu'en 58. Jusqu'en 58, il y a eu un parti de libération de l'Ukraine. Tout le monde l'oublie. Bah oui. Je ne parle même pas de la grande famine de 1933 créée par Staline, qui avait pris tout le blé pour nourrir le reste de la Russie, hein, Très bien. avec presque 5 millions de morts. Très donc bien. il y a un État russe, donc une invasion imaginée, à partir du moment où, comme l'imaginait Poutine, c'était plus une armée libératrice de frères qui venaient les sortir de je sais pas quel danger fut-il nazi ou tout ce que l'on veut. Une armée qui se bat pour libérer sa terre, elle a beaucoup plus de détermination qu'une armée qui vient, elle sait à peine pourquoi. Et dès le début de l'invasion en février, moi je me rappelle avoir dit, contrairement à dans la première semaine, que ça ne serait pas une partie de plaisir. Et que ça ne serait pas, comme on le disait, rappelez-vous la terminologie traditionnelle sur l'URSS d'abord et puis sur la Russie après, le rouleau compresseur russe. On a vu ce que ça donnait face à des gens déterminés, avant même que l'Occident les aide, avec des moyens qui étaient à eux, et ils ont inventé une nouvelle guerre, en particulier avec l'utilisation de drones pour faire du renseignement, mais également de drones du commerce qui étaient transformés en petits bombardiers et qui arrivaient à mettre une grenade à l'intérieur d'une tourelle de char. Tout ça fait que, à partir du moment où vous avez un pays qui fait nation, avec un président dont tout le monde, personne n'imaginait le potentiel, parce que pour moi c'est les événements qui créent les hommes. Et Zelensky, il s'est révélé à travers ce que sa nation subissait. Et il a été suivi par une nation. Et je pense qu'avec l'aide des moyens militaires, eh bien, il faut qu'on arrive à ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire que, étant dans l'incapacité d'avancer, ayant payé un prix humain monstrueux, à un moment, Poutine soit va être rejeté par ceux qui l'ont soutenu, enfin ça c'est l'idéal, hein, mais j'y crois pas trop, parce qu'il a trop de moyens en matière de renseignement pour que ça puisse bouger beaucoup en Russie, soit il va être obligé d'arriver à un compromis. Parce que militairement, pour moi, c'est fichu. Ok. C'est mon point de vue. Hein. Entendu. Non, non, mais il n'y a pas de souci. En fait, j'aborderai en deuxième partie la situation antiterroriste. En fait, vous avez vu évoluer les situations à travers les âges, en fait, à travers les générations. En fait, est-ce que vous pouvez nous parler un peu avec expérience, en fait, de cette montée de l'islamisme radical et puis des nouvelles menaces, en fait, de la Russie par exemple ou des Chinois, on en a parlé en fait, mais par exemple je vais la coupler cette question avec une question qui vient tout de suite après, qui est celle du monde de demain. La CIA, vous savez, édite un rapport sur les enjeux sécuritaires. Vous, votre vision en fait des choses par rapport à ce que vous savez déjà sur votre expérience en fait antiterroriste et les enjeux sécuritaires de demain, quelles sont les menaces en fait auxquelles on va devoir faire face? Alors, vos questions, parce que c'est pas une question, c'est vos questions, ça reste probable. C'est ça. Je pense que même si j'ai pas mal d'heures de vol au compteur, j'ai pas la prétention de tout savoir et de tout comprendre. Non. Cela dit, j'ai vu passer tellement de choses, en particulier vous évoquiez le terrorisme, et ce qu'il est devenu. Ce que l'on oublie, c'est que le terrorisme, il a toujours existé. Hein. Oui. Il a existé sous différentes formes, à condition que ces formes tactique, hein, c'est la manière de se faire connaître le terrorisme. On fait connaître une cause, on n'en a rien à faire dans nos échanges, de savoir si elle est juste ou pas.
les gens qui font du terrorisme et qui s'en prennent à d'autres personnes le font parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont raison, sinon ils ne le feraient pas. Oui. Ce qui fait que vous avez du fait de la déstabilisation géopolitique qui a été créée au fur et à mesure des années par l'Occident, que ce soit avec les périodes post-dites coloniales, donc la création de nouveaux États. Je ne parle même pas de la création de Mm. l'État d'Israël, je parle de la création de nouveaux États, où on a pris l'habitude, que ce soit quand il y avait les deux blocs, d'avoir des zones d'influence. Oui. Ces zones d'influence faisaient qu'il y avait l'Est qui avait telle zone d'influence et l'Ouest qui avait telle zone d'influence. Et que pour faire basculer ces zones d'influence, Mhm. on soutenait les uns et les autres un terrorisme appelé pour certains, suivant le bord dont on se trouve, révolutionnaire, libérateur, et pour d'autres terroristes. Mhm. Terroriste c'est mal, libérateur révolutionnaire, C'est même si bien. le mode opératoire est le même, c'est bien. Donc, suivant le côté d'où vous vous trouvez, les gens vous les considérez comme des libérateurs ou comme des Ou comme des terroristes. terroristes. Il faut pas se voiler la face. Hein. Euh, Mm. le terrorisme, c'est dans la manière dont on le vit dans un monde occidental où la seule chose qui préoccupe les gens, c'est de savoir pendant combien d'années ils vont bosser, et non pas de savoir comment le monde se porte. Ouais. C'est sûr que voir des gens qui sont prêts à risquer leur vie pour défendre une cause, ils comprennent plus beaucoup. Hein. La notion de sacrifice, Mhm. c'est quelque chose qui a un petit C'est peu un peu développé, disparu. ouais. Malgré tout, cette déstabilisation est profonde et amène à ce que les gens, du mot terreur et terrorisme, aient peur de l'autre. Mais Mm. si vous regardez par exemple par rapport au nombre de morts, on évoquait l'Ukraine, qu'il peut y avoir sur les deux fronts actuellement en Ukraine, vous admettrez avec moi que même si c'est Mm. agressif dans notre petit quotidien tranquille et nos week-ends qui pourraient être dérangés, Mm. c'est un épiphénomène. Oui. Je vais faire hurler tout le monde, mais le terrorisme, c'est pas ce qui va changer le monde. C'est les Non. guerres qui ont malheureusement changé le monde. Non. Et à partir du moment où on n'avait plus de guerre, la géopolitique entraînait ce que j'expliquais tout à l'heure, des différents mouvements Oui. dont le but était de renverser le pouvoir en place qui représentait l'autre. Et à partir du moment où on a voulu envahir l'Irak, on a Mm. déstabilisé quelque chose qu'il était déjà, Mm. mais qui tenait au moins par des autocrates, des dictateurs, qui étaient, entre guillemets, laïques, qui ne s'appuyaient pas sur la religion. Mm. Dès qu'on a commis la bêtise De le faire incommensurable tomber. d'expliquer, de dire qu'on allait expliquer sous des prétextes qui étaient qu'économiques pour les États-Unis, Oui. et personne ne pourra me contredire. Hein. Euh, faire tomber un pouvoir en espérant mettre la main sur des champs de pétrole au prétexte de les libérer, ce qu'on a fait nous d'une manière aussi imbécile avec la Libye, alors qu'on avait invité Kadhafi sur les Champs-Élysées, chercher l'erreur, vous viendrez ne plus poser la question de savoir pourquoi, quand il y a un vide, tout d'un coup, des régimes, ou du moins des mouvements politiques essentiellement tournés autour de la seule chose qui les lie, c'est-à-dire la croyance, puissent exister. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour l'instant pour ces explications. Je vais vous laisser le mot de la fin, et puis après je vais conclure. Mais le mot de la fin, c'est que je suis un optimiste né, Ouais. que je crois en l'homme, et que même si par moments j'ai beaucoup été déçu, je crois toujours que l'homme, et ce qu'il a de bon en lui, finira par prendre le dessus, et que le monde que j'espérais meilleur pour mes enfants n'est pas encore près d'arriver, mais j'espère qu'il le deviendra. Eh bien, je vous remercie Christian Proutot en fait pour m'avoir accordé cet entretien. Quant à moi, en fait, je rends l'antenne et je vous laisse pour vous retrouver dans un futur volet des univers de la sécurité. Merci, merci Christian. Mais c'est moi qui vous remercie.